Alors tout d'abord, j'aimerais particulièrement remercier Monsieur Bernard-Henri Lévy d'être venu aujourd'hui à l'ENS, dans l'école de sa jeunesse, pour venir nous parler d'un de ses anciens camarades justement de l'école, Béni Lévy. Alors pour vous présenter rapidement, même si ce n'est pas forcément nécessaire, vous êtes un des fondateurs justement de l'Institut d'études lévinassiennes avec Béni Lévy. Vous avez été l'auteur de très nombreux livres, que ce soit sur la politique, sur l'Europe, sur Israël, parmi lesquels je peux compter Le Testament de Dieu, La barbarie à visage humain, Pièce d'identité aussi, Solitude d'Israël, Qui a tué Daniel Pearl. Il y a tous ces livres-là. Vous êtes également une figure qui s'est illustrée dans le débat public par différentes prises de position, par un engagement sur la scène internationale. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière, c'est pour mêler une réflexion, vous et moi, sur l'Europe, la politique et le sionisme. Alors, pourquoi un tel sujet pour parler de Béni Lévy et pourquoi vous invitez vous? C'est parce que ce sont certains des thèmes sur lesquels il y a une véritable divergence. C'est-à-dire que Béni Lévy a décidé, lui, de renoncer à l'Europe et à se libérer de l'Europe, pour reprendre ses propres termes. Il a choisi de renoncer à la vision politique du monde. Et par là, c'est refuser à adhérer au projet sioniste en tant qu'idée politique, évidemment. De votre côté, vous avez choisi l'Europe dans votre engagement. Toute votre œuvre en témoigne. La politique également. Votre engagement dans différentes causes pour la lutte des nations, votre soutien à Israël, toutes ces choses-là manifestent une divergence qui pourtant n'a pas empêché de former une amitié avec Béni Lévy. Une amitié qui était certes faite de contradictions, de différends, y compris sur beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire sur les lectures de Lévinas. Votre lecture de Lévinas n'est pas la même. Et pourtant, c'est bien cela qui vous a rassemblé lors de la création de l'Institut d'études lévinassiennes. Cela ainsi qu'un livre que vous avez écrit dans lequel il est question de lui, Le siècle de Sartre, livre dans lequel vous revenez sur la doctrine officielle qui était celle de la Sartrie et de Simone de Beauvoir, qui disait que Béni Lévy aurait détourné un Sartre vieillissant au profit et l'aurait rapproché du judaïsme, qu'il y aurait eu une instrumentalisation de ce Sartre vieillissant pour l'amener justement à des considérations qui sont celles du messianisme et de l'éthique juive qui n'auraient pas été les siennes. Vous avez remis en question cette vision. Et ensuite, après ce livre-là, Béni Lévy vous a contacté et depuis, s'est suivi une longue amitié sur laquelle nous reviendrons. Un des enjeux de cette séance sera de revenir sur ces trois thèmes, l'Europe, la politique et le sionisme, et de voir comment ces trois thèmes, ces trois notions, cristallisent les divergences fondamentales entre non seulement l'œuvre et la vie de Béni Lévy, mais également l'œuvre et la vie qui sont la vôtre, ainsi qu'une autre question qui est celle, puisque toutes ces questions-là posent évidemment un enjeu qui est celui du juif, de l'universel et du rapport qu'entretient le juif avec l'universel. Le travail que nous entreprendrons ici, que nous engagerons à deux, ce sera ici, à partir de la lecture de textes de Béni Lévy, s'en servir comme moteur à une réflexion sur ces différentes questions qui nous agitent tous encore aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette rencontre avec Béni Lévy. Cette rencontre dont vous parlez, cette rencontre dont vous avez parlé de nombreuses fois déjà, et qu'il mentionne aussi dans différents textes. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur les circonstances de cette rencontre? Tout d'abord, le siècle de Sartre, et ensuite, avec le boycott de son école doctorale à Paris 7 sur la fondation de l'Institut d'études lévinassiennes. Naturellement. Mais d'abord, un mot pour vous dire ma joie de participer à ce séminaire. Ma joie d'abord de savoir qu'il existe, que ce séminaire d'élèves a lieu depuis le début de l'année scolaire, d'après ce que j'ai compris.
en partenariat avec l'Institut d'études lévinassiennes qui m'est cher, et l'idée que dans cette école, qui est mon alma mater à moi, et dont me reviennent des échos ces derniers mois ou ces dernières années extrêmement contradictoires. L'idée que se tienne un séminaire où il est question qui est placé sous le signe de Béni Lévy, qui est en partenariat avec l'Institut d'études lévinassiennes, et où il est question de la pensée juive, du sionisme, d'Israël, de leur lien à la politique et à l'Europe, tout ça, lorsque vous m'avez contacté, avec Youssef Marciano, président de l'UEJF, je l'ignorais et m'a fait grand plaisir. Et cela est une bonne nouvelle pour ce lieu auquel je suis extrêmement attaché, où je reviens rarement d'ailleurs. Enfin, j'étais là, dans cette salle, il y a une quinzaine d'années pour une conférence, je ne sais plus qui l'organisait, peut-être un séminaire d'élèves aussi à l'époque. Voilà, donc d'abord vous dire ma joie. Ma rencontre avec Béni Lévy, bien sûr, oui. Alors, elle est un peu plus ancienne que cela, et elle est d'ailleurs assez romanesque, parce qu'en vérité, elle a eu lieu il y a eu 3 temps ou 4 temps à cette rencontre. Le premier temps, c'est très très tôt, bien avant tout cela, en 1966, je venais d'entrer en Hippocagne. Béni Lévy était déjà ici. Il devait être en 3e ou 4e, ou peut-être même en année supplémentaire. Il s'apprêtait à fonder, dans l'infirmerie de l'école, qui était à l'époque à l'entrée, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Il en fut l'un des fondateurs, je crois quelques semaines après notre rencontre ou avant, je ne sais plus. Et nous nous rencontrons dans le bureau de Louis Althusser, qui avait son bureau au rez-de-chaussée, là-bas de l'autre côté de l'école, face à l'infirmerie, justement. Et j'avais à l'époque quelques problèmes de philosophie. Je sortais d'un baccalauréat scientifique. J'avais du retard en philosophie. Mon père m'avait envoyé voir un de ses amis, camarades de résistance et frère d'armes en France libre, qui s'appelait Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant m'envoie voir son ami Louis Althusser. Louis Althusser me reçoit, m'écoute, ne dit rien. Il ne disait rien, d'ailleurs jamais, à personne. Les élèves ou les futurs élèves ou les anciens élèves prenaient ces silences comme le signe d'une attention extrême ou d'une concentration profonde. Et c'était probablement le signe d'un trouble intérieur profond et très secret. Mais enfin, quand je lui expose mon problème, il va au téléphone, il appelle. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il y avait un téléphone par étage. Il appelle un des étages, il donne un ordre bref et descend 5 minutes après. Le jeune Béni Lévy, qui a donc... moi, j'avais 17 ans, il devait en avoir 21. Il n'était pas très loin d'ailleurs du Béni des photos que nous connaissons. Il était aigu, intense. Il avait des épaules de lutteur aux aguets ou près de lutter, de s'engager. Et puis, on s'est donc engagé dans une aventure de tapirisation qui a duré quelques mois, où il m'a mis à jour en philosophie, en général salle Cavaillès, au premier étage, et parfois, quand la salle Cavaillès était prise, il nous est arrivé de nous retrouver salle Lussane. Donc ça, c'est la première étape. Après, il y a eu une deuxième étape. Alors, je l'ai revu parfois, de loin en loin, à l'époque où il était le chef politique de l'UJCML, puis la gauche prolétarienne, mais dont je n'étais pas, moi, militant, j'étais sympathisant, donc je le voyais à droite et à gauche. Mais il y a eu un moment beaucoup plus important, c'est en 1977-78, et ça mérite d'être souligné, c'est beaucoup plus important. C'est le moment où je venais de publier La barbarie et visage humain. C'est le moment où lui
venait de dissoudre, après l'assassinat des athlètes israéliens à Munich, la gauche prolétarienne. C'est le moment où il découvre que le groupe en fusion sartrien dont il rêvait et qu'il rêvait de ressusciter pouvait se transformer en un clin d'œil en un groupe pogromiste, et où il découvre que la vérité de cette conception, de cette vision politique du monde portée à l'incandescence dont il avait été l'auteur, pouvait être ça, cette barbarie absolue. Donc il a dissous la gauche prolétarienne, il est devenu le secrétaire de Sartre, il est apatride, sans ressources, encore plus ou moins dans la clandestinité, à cause de la gauche prolétarienne pas très loin. Sartre l'héberge, lui donne la place qui avait été 15 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, celle de Jean Cau. Il répond au courrier, il répond au téléphone. Et comme Sartre est devenu aveugle, qui ne peut plus lire, Béni lit pour lui. Il lit pour Sartre et il lit pour lui-même. Et dans cette aventure de lecture, il tombe sur un auteur qu'il ne connaissait pas, dont personne ne parlait à l'époque, dont personne ne parlait hors des cercles juifs et du colloque des intellectuels juifs de langue française, qui est Emmanuel Lévinas. Béni est ébloui par les textes de Lévinas qu'il découvre, Sartre est ébloui par les textes de Lévinas que Béni lui lit. Et là, il y a cette chose invraisemblable quand on pense à l'amitié qui se nourra ensuite entre Béni Lévy et moi, c'est qu'au même moment, je tombe sur les mêmes textes de Lévinas, pour d'autres raisons, pas pour lire à Sartre, mais pour continuer mon aventure philosophique, pour poursuivre le geste de pensée engagé dans la barbarie visage humain. Et nous voyons Lévinas au même moment. Alors, je vois Lévinas le matin, Béni Lévy voit l'après-midi, l'inverse, je vois Béni Lévy le matin. Une fois ou deux, on se croise dans l'escalier, tels les deux, on se croise avec gêne, parce qu'évidemment, c'était tellement bizarre de se retrouver à Auteuil, chez ce déjà vieux monsieur qui n'avait pas la carte, qui ne faisait pas partie des philosophes canoniques du moment structural. Donc on se croise dans l'escalier gêné, comme les messieurs de Bellamy qui se croisent au bordel chez Maupassant. Une fois, on se voit, Lévinas, un jour où je ne sais pas, les deux rendez-vous doivent se tuiler, ou l'un s'attarde. Je crois que c'est moi qui m'étais attardé quand Béni arrive. Lévinas nous invite à prendre un thé, donc on se retrouve là en chien de faïence. L'ancien tapir et son tapirisé face à Lévinas, qui était lui-même d'ailleurs un peu épouvanté de cette foudre qui lui tombait sur la tête. Cet enragé qui était encore à ses yeux Béni, qui était quand même le chef politique d'une organisation qui voulait mettre le feu à la France, qui voulait... Je vous épargne le souvenir des éditoriaux de Servir le Peuple, le journal de la cause du peuple, qui était absolument atroce. Moi, je n'étais pas un enragé, mais enfin, la barbarie visage humain venait de mettre un désordre absolu, de créer un scandale philosophique et politique honnêtement assez rare dans l'histoire des essais français. Et Lévinas, ce monsieur si convenable, qui disait volontiers que son cœur battait quand il passait une frontière et qu'il devait montrer un passeport, il avait toujours la vieille peur archaïque et ancrée en lui de l'arrestation. Il se retrouve avec ces deux trublions dans leur genre que sont Béni Lévy et moi. Et il y a là une scène donc romanesquement assez intense. Puis après, il y a l'énorme scandale provoqué par la publication des entretiens de Sartre et Béni Lévy, dont Lévinas avait été le déclencheur. Et ces entretiens, on y reviendra peut-être tout à l'heure, créent un cataclysme intellectuel à Paris.
vous connaissez l'histoire, j'imagine, pour certains d'entre vous. En effet, la Sartrie, comme vous dites, n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. D'abord, la Sartrie croyait Sartre mort. Je crois que c'est Arlette El-Kaïm qui répondra, autre figure juive de la vie de Sartre, qui répondra à Simone de Beauvoir, mes chères madame, vous avez l'air de vous étonner, mais enfin, Sartre, avant de mourir, était encore vivant. Béni Lévy, lui, s'en était avisé, contrairement peut-être aux Sartriens historiques. Donc, les Sartriens sont stupéfaits de voir que le vieux Sartre était encore vivant, et ils sont surtout stupéfiés par ce tournement absolu qu'est l'Espoir maintenant, où Sartre, pour aller vite, dit à Béni Lévy, donc dit que probablement aiguillonné par Béni Lévy, il est en train de repenser à neuf, de reprendre sur des nouvelles bases l'ensemble de sa philosophie. L'Espoir maintenant est un livre où Sartre, monument national français, le plus grand philosophe français vivant, trésor, je ne sais pas comment on dit au Japon, trésor vivant de la France, est en train de dire la nausée, je n'y croyais pas, L'être et le néant, était un livre inauthentique, et les vraies questions sérieuses que je me suis posées dans ma vie, qui sont la question de ma communauté, comment on fait un être ensemble, la question de la révolution et la question de la morale, sont des questions que j'avais laissées en jachère jusqu'à ce que la cécité me vienne, et ça commence à germer, ça commence à venir depuis que je me suis frotté à cette pensée juive. Autrement dit, c'est sous condition de judaïsme que les grandes questions que je me suis, mot de Sartre, cassé les os de la tête à poser en vain, sont en train de trouver leur solution. Donc ça déclenche un scandale absolu. Il est question, en effet, de fric-frac philosophique, de hold-up théorique. Il y a un sartrien qui s'appelait John Guérassi, qui parle d'un jeune rabbin, ce que n'était pas Béni, coupable d'un véritable détournement de vieillard. Et là, Béni est presque proprement lynché, en tout cas lynché en mots et socialement. Il quitte Paris, il part à Strasbourg, puis à Jérusalem, et puis, évidemment, Sartre meurt très vite. Sartre, qui, dans l'Espoir maintenant, se donnait, je crois, entre 5 et 10 ans pour mener à bien cette nouvelle philosophie, disparaît très vite, et Béni poursuit seul l'aventure. Et cette aventure le mène, en effet, le mène jusqu'à ce tournement, ce retour, dont il a ensuite parlé dans quelques-uns de ses livres seul, ce retour donc à l'être juif, le retour à ce non-juif que Sartre lui avait donné, et puis qu'il lui est appartenu après de creuser, de penser, de faire briller, d'incendier, de rendre plus incandescent encore. Et tout cela se passe à Jérusalem. Et là, donc, en effet, dernière étape de notre relation et naissance de notre amitié, je crois, c'est ce moment où ce retour au judaïsme avait pris forme dans une petite institution à Jérusalem, une petite maison d'études du type de celle que Franz Rosenzweig avait à Berlin ou d'autres, qui était une école doctorante de philosophie juive à Jérusalem, avec un statut très particulier, c'est que Béni, donc, y parlait, il transmettait ce qu'il commençait à savoir assez sérieusement à un public israélien, mais comme il était toujours français, cette nationalité française que lui avait rendue Sartre, il avait rendu à la fois son non-juif
et il avait rendu son nom juif et donné un passeport français, Béni était toujours rattaché à l'université française, rattaché à l'université de Jussieu. Et là, mauvais complot à Paris, décision prise par les autorités académiques que cette maison d'études juives rattachée à Jussieu était une maison de trop, décision de la supprimer, mise en péril et de l'école et de ses élèves et de Béni et de sa famille et de tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, en effet, on a renoué donc avec le livre sur Sartre, oui, qui est paru entre-temps. Béni m'a écrit une lettre très belle où il parlait de sa surprise à la lecture de ces pages où je reprenais son aventure avec Sartre et où je lui donnais, je crois, un tout autre sens que celui de ce que vous appelez la sartrie. Et puis, on tente ensemble, avec une troisième personne, qui est Alain Finkielkraut, nous tentons tous les trois de trouver une solution à cette liquidation de l'école doctorante de Jérusalem. Et la solution, c'est cet institut d'études lévinassiennes. Fort de notre rencontre à distance, puis autour d'un thé avec Lévinas. Fort de la proximité de Finkielkraut avec Lévinas aussi. Finkielkraut qui a dû écrire à l'époque un livre, je crois, plus tard, sur Lévinas. Et fort surtout de notre retrouvaille à l'occasion de ces pages du siècle de Sartre. Ben voilà, un trio se fonde. Une amitié se scelle après ces dizaines d'années d'approche comme ça, lointaine, et se crée l'Institut d'études lévinassiennes qui en est le résultat. Très bien. Alors, permettez-moi de lire un passage, un extrait d'un entretien qu'a eu Béni Lévy, justement au sujet de ce livre, Le siècle de Sartre. Je lis, je cite. « C'est le premier livre, grand livre, qui rétablisse la vérité sur mes entretiens avec Sartre dans ces dernières années. Jusqu'à maintenant, l'opinion française, mais aussi à l'étranger, tenait pour version officielle celle de Madame Simone de Beauvoir dans la cérémonie des adieux, à savoir que j'étais une espèce d'agité rabbinique qui avait influencé, pour ne pas dire manipulé, un vieillard. Les 40 dernières pages du livre de Bernard-Henri Lévy remettaient les choses sur leur vraie base. Pour cela, j'ai une immense reconnaissance. Par ailleurs, j'ai trouvé le livre sur les articulations essentielles, fort et disant les choses qui devaient être entendues par le grand public. » Donc il y a vraiment eu, dans votre rencontre, cet avant et cet après le siècle de Sartre. Et il y a aussi une question, c'est-à-dire la question du boycott de son université doctorale à Jérusalem n'était pas seulement une question politique, mais avait aussi une véritable portée philosophique. C'est-à-dire que Béni Lévy a écrit un texte sur ce boycott, et dans lequel il essaye de comprendre ce qui se joue dans l'université à ce moment-là. Ce qui se joue, c'est quoi? Je peux vous lire ici le passage en question. Voilà, le passage, il est Au sujet de l'université, c'est-à-dire le boycott, c'est quoi? C'était un moment, une des raisons qu'il invoque, l'intérêt de cette affaire réside dans le motif invoqué, qui était le suivant. C'est précisément parce que c'est brillant, l'école doctorale. C'est précisément parce que c'est intelligent qu'il faut détruire cette école doctorale dans la Jérusalem de Netanyahou. On remarque qu'il était déjà là, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc c'était... Vous savez, il y a une blague juive qui dit vous savez quelle est la différence entre Netanyahou et le Messie? C'est que le Messie ne veut pas venir et Netanyahou ne veut pas partir. Mais ce qui se joue derrière cet événement, avant tout, c'est quoi? C'est l'essence même de l'Occident, l'essence même de ce qu'est l'Occident. Il dit, je cite, « Il est impensable, et c'est pourtant ce qu'il nous faut penser, que le seul lieu dans la société occidentale où il doit être question de science et de vérité, seul le lieu qui a été déserté par la science et par la vérité, et qui est envahi par ce que, dans la tradition la plus classique,
on appelle la doxa, c'est-à-dire le règne de l'opinion. En un mot, il dit l'insulte ici, je m'excuse pour les auditeurs, mais il faut le dire, c'est d'être platonicien. C'est-à-dire à peu près la seule chose qui ait une certaine importance en Occident. Parce que vous savez, chez Platon, il y a cette grande distinction entre la science, l'épistémé, et l'opinion, la doxa. C'est à peu près la seule chose qui a une certaine importance en Occident. Vous me direz, on peut se passer de l'Occident, c'est mon cas. Mais lorsqu'on est occidental, qu'au moins on soit platonicien, qu'on ait un rapport à une vérité éternelle. Il y a cette question, vraiment, dans l'université doctorale, qui est celle de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu un règne de l'opinion, justement, qui mettait en crise la société occidentale, qui mettait ses fondements même dans la question du boycott. Et c'est justement une des premières questions que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce rapport à l'Europe. Benny Lévy, lui, a prononcé à de nombreuses reprises sa volonté de se libérer de l'Europe. Vous avez toujours choisi l'Europe. Vous en avez fait un de vos combats, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles lui a décidé de finir sa vie en yeshiva et d'aller étudier le Talmud, là où vous, ce qui aurait pu être un de vos destins aussi, celui de faire teshuva comme on dit, vous avez choisi un autre destin. Et c'est justement une des questions que j'aimerais aborder avec vous. C'est-à-dire, pourquoi l'Europe et comment expliquez-vous cette divergence, ce croisement, en fait, ou plutôt le fait qu'il y ait deux droites parallèles qui ne se croisent donc jamais entre le destin de Benny Lévy et le vôtre sur cette question-là, sur celle de l'Europe. Oui, une question. D'abord, sur la question de l'opinion, l'opinion et la vérité, c'était en effet le cas en 1998 ou 99 avec l'école doctorale, mais enfin, ça a toujours été le cas. Le débat entre l'opinion et la vérité, entre le sophiste et Socrate, entre Alcibiade et Platon, c'était, et puis c'est aujourd'hui plus que jamais. On est aujourd'hui plus que jamais confronté au défi absolu d'adresser à la vérité par l'opinion. Et donc, c'est pour ça que tous ces débats que nous avons là et que nous avions avec Benny, ils sont plus que jamais d'actualité. Cette bataille pour la vérité, cette guerre pour la vérité, hein, et d'ailleurs ce qu'on appelle improprement en juif l'étude, c'est pas quelque chose de contemplatif, de tranquille, c'est une bataille. Hein. Le limoud, en hébreu, ça veut dire une bataille pour la vérité. C'est pas juste une contemplation de la vérité. C'est d'ailleurs c'est du Platon combatif, ce qu'était d'ailleurs Benny. C'était un platonicien combatif. En ce qui concerne l'Europe, oui, c'est vrai que c'était un des grands sujets de divergence. Il y avait en gros, je crois, dans ces années, à l'Institut d'études lévinassiennes, entre Benny et moi, et entre Benny et Alain Finkielkraut, et avec Jean-Claude Milner, d'ailleurs, qui était personnage majeur de cette scène, qui publie quelques mois après la mort de Benny, je crois quelques semaines même, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, qui est un livre majeur, un livre césure, un livre clé. Il y avait deux positions. Il y avait la position donc de Benny qui était déjà celle de Milner et que Milner allait élaborer, et qui consistait à dire que le nazisme avait échoué en tout point, sauf sur un, qui était la solution finale de la question juive. L'idée selon laquelle cette fameuse histoire de question juive qui était posée par tous les salauds, par tous les anti-judaïques ou les antisémites depuis des lustres et des lustres, un certain nombre de gens, les hitlériens, avaient décidé de lui apporter une solution technique, et que cette solution avait grosso modo réussi.
Ça, c'était la conviction, je crois, de Béni, et il pensait que les Juifs n'avaient pas le choix, que c'était la situation de l'Europe. En Europe, pensait, je crois, Béni au plus profond de lui-même, il y avait un grand trou noir qui était la place vide des Juifs. Moi, ce que je pensais, puisque vous me posez la question, ce que je pensais et que je pense encore, c'est deux choses. D'abord, en effet, la barbarie visage humain que vous avez là, dans une vieille édition, je vois, Original. originale. Dans la barbarie visage humain, 1977, donc bien antérieur à mon amitié avec Béni, à la création de l'Institut, je pensais évidemment que tout n'était pas faux dans cette thèse. Il y a un chapitre du livre, si je me souviens, c'est il y a 50 ans ce livre, qui s'appelait La grande ombre des Lumières, je crois, ou L'ombre des Lumières, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il y avait la première phrase du livre qui était « Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique ». Justement, j'allais lire ce passage parce qu'on retrouve déjà tellement de... Alors, je vais lire la première page. « Je suis l'enfant naturel d'un couple... » Ou alors, si vous voulez lire, parce que c'est pas très... Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique, le fascisme et le stalinisme. Je suis le contemporain d'un étrange crépuscule où seuls croulent les nuages, dans le fracas des armes et la plainte des suppliciés. Je ne sais d'autre révolution dont le siècle puisse s'illustrer que celle de la peste brune et du fascisme rouge. Hitler n'est pas mort à Berlin. Il a gagné la guerre, vainqueur de ses vainqueurs. Dans cette nuit de pierre où il précipita l'Europe, Staline n'est pas mort à Moscou, ni au 20e congrès. Il est là, parmi nous, passager clandestin d'une histoire qu'il continue de hanter et de ployer à sa démence. Le monde va bien, dites-vous? Sûr en tout cas qu'il va, puisqu'il ne tourne pas. Mais jamais la volonté de mort ne s'était aussi crûment, aussi cyniquement déchaînée. Pour la première fois, les dieux nous ont quittés, las sans doute de s'égarer sur la plainte calcinée où nous faisons notre demeure. Et j'écris, oui, j'écris à l'âge d'une barbarie qui déjà, silencieusement, refait le lit des hommes. 50 ans ont passé, j'écris mieux que ça aujourd'hui, je crois. Mais c'est bon, voilà. En effet, Hitler n'est pas mort à Berlin et vainqueur de ses vainqueurs. Donc, 1977, évidemment, je pensais ça aussi. Cette conviction de Béni Lévy, elle est la mienne depuis, là j'avais 28 ou 29 ans. Je pensais qu'il y avait une grande part de vérité là-dedans. Je pensais qu'il y avait thèse milnérienne, donc ce chapitre, L'ombre des Lumières, je ne sais plus quoi, tout ça est si loin, mais je pensais qu'il y avait une face sombre des Lumières. Je pensais que les Lumières n'étaient pas seulement une illumination gracieuse et radieuse du monde, que c'était aussi une machine à arraisonner les singularités, notamment la singularité juive, même si ça, je ne le savais pas dans la barbarie, je le savais, je l'ai découvert dans mon livre suivant, qui s'appelle Le Testament de Dieu, écrit sous l'influence de Lévinas. Donc voilà, donc en effet, cette thèse de Béni et de Jean-Claude Miner, elle ne m'est pas étrangère. Je sais qu'elle a sa part de vérité. Néanmoins, d'emblée, je pense, mais plus le temps a passé, plus je me suis cabré contre cette idée. Je l'ai refusée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je suis immensément plus ignorant que l'était Béni. Il n'y a même pas de comparaison. Je ne sais rien en judaïsme à côté de ce que savait Béni. Néanmoins, je sais deux, trois petites choses. Je sais par exemple que même lorsque la nation juive est quasiment détruite, il y a un reste d'Israël, l'un des tropes bibliques les plus récurrents, à partir duquel tout peut toujours repartir. Je crois que la partie n'est jamais perdue tant qu'il reste des singularités juives, sachant qu'elles sont juives, et des voix juives qui s'expriment dans une langue juive. Un, je pense ça. Deux, je pense que après cet épisode-là, l'épisode hitlérien,
au moment où la grande philosophie occidentale se demandait s'il était encore possible de penser après Auschwitz, Adorno, peut-on encore faire de la poésie et peut-on encore faire de la philosophie après Auschwitz? Il y a au moins 3 voix qui se sont faites entendre et qui étaient des voix juives. Il y a la voix de Lévinas, qui a recommencé de philosopher à ce moment-là. Il y a la voix de Léo Strauss, Pourquoi nous sommes encore juifs, ce petit texte qui rappelait le Pourquoi nous sommes encore pieux de Nietzsche et qui répondait à cette question. Est-ce qu'il est encore possible de penser en juif en Europe? Et puis, il y avait une voix bien plus ancienne qui date, elle, de la précédente guerre mondiale, la voix de Rosenzweig, mais qui commence à se faire entendre à ce moment-là, dans les années 50, et qui dit la même chose, qui dit, même s'il y a eu du carnage, et peut-être à cause du carnage, et peut-être parce que le non-juif a été quasiment éteint, il importe de recommencer. Donc ça, c'est ma deuxième observation. 1, je m'y fais pas. Tant qu'il y a du reste, il y a de l'espoir maintenant. 2, les grands non-juifs qui ont repris la parole alors que tout semblait obscur. Et puis 3, je pense, et je le pense de plus en plus, et face à la montée de la haine à laquelle nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de ce séminaire, mais enfin, pour en dire un vague mot, je pense que c'est juste pas possible de quitter l'Europe pour les Juifs. Il y a une phrase qu'on connaît tous, qu'un ancien Premier ministre français a prononcée, qui était une belle phrase, qui disait « La France sans les Juifs, au moment d'une première poussée d'antisémitisme, il y a 10 ou 15 ans, première poussée de haine, la France sans les Juifs ne serait pas la France. » D'accord ? Mais je pense que l'inverse se dit aussi. Je pense que les Juifs sans l'Europe ne seraient peut-être pas les Juifs. Les Juifs sans la France ou les Juifs sans l'Europe ne seraient peut-être pas les Juifs. C'est le contraire. Et je veux dire par là que la pensée juive, pas contemporaine, même pas moderne, mais même la pensée juive médiévale, elle est tellement imprégnée d'esprit européen. Elle est tellement mêlée au limon de la pensée française ou de la pensée européenne, que cet arrachement-là, même d'un point de vue juif, est un crève-cœur au sens propre du terme. C'est un crève-cœur pour un juif français de quitter la France alors qu'il a tellement contribué à son édification. Ça, je l'ai expliqué dans l'esprit du judaïsme, comment il faudrait beau voir que les Juifs qui ont partie prenante à l'élaboration du contrat social, etc., quittent le... Mais l'inverse est vrai. Les Juifs sont tributaires du... Le plus grand des talmudistes, Rachi, j'expliquais dans l'esprit du judaïsme que la France doit beaucoup à Rachi, puisque Rachi est le premier scripteur, le premier écrivain à avoir écrit les mots français, les mots de l'ancien français. Dans ses commentaires, il écrivait en hébreu, mais de temps en temps, il y avait des mots qui n'avaient pas d'équivalent en hébreu. Il les écrivait en phonétique française. Donc, le français doit à Rachi son embrayage. Mais l'inverse est vrai. Rachi était tellement français, tellement vigneron de Champagne, tellement proche de l'entourage des comtes de Champagne. Son imaginaire, les exemples qu'il utilise, la façon dont il traduit le sensé biblique en langue facile, parce que c'est ça Rachi. Rachi simplifie, est tellement imprégné des objets, des outils, des querelles qui l'entouraient à Troyes, que Rachi sans la France est presque impensable. Et c'est vrai pour tous. C'est vrai pour les tosafistes français ou rhénans qui suivront. C'est vrai pour la plupart d'entre eux, qu'ils soient imprégnés de culture française ou de culture germanique. C'est vrai pour Maïmonide.
Maïmonide, c'est bon, le second Moïse, enfin, très tributaire des langues dans lesquelles il pense, en particulier l'espagnol, entre autres. C'est vrai de Sforno. Vous voyez, pour le portugais, la culture juive, la pensée juive, pas la culture, la pensée juive, elle est tellement innervée par les langues européennes que je n'imagine pas ce divorce autrement que comme une cassure spirituelle et une cassure métaphysique majeure. Voilà. Donc, autrement dit, pour dire les choses encore autrement, le grand mouvement, et ça, nous en parlions avec Béni, le grand mouvement d'occidentalisation, la grande marche vers l'Occident, hein, qui est la marche de, mettons, la modernité, quoi, ou de l'histoire racontée, la marche qui va de Troie à Rome, et de Rome à Amsterdam, et d'Amsterdam à New York, hein, ce mouvement d'occidentalisation. Le judaïsme l'a accompagné. Le judaïsme a été aussi un acteur de ce mouvement-là. Donc, pas revenir en arrière, c'est pas un retour en arrière, et dans le cas de Béni, ça a été au contraire un tel accomplissement que non, mais ce mouvement d'effacer en soi ce voyage-là est un mouvement d'une extraordinaire difficulté que quelques-uns, comme Béni, ont accompli avec grandeur et fécondité. Béni est devenu, Béni Lévy, un jeune maître, un éternel jeune maître du judaïsme, parce qu'il a accompli ce mouvement-là. Mais ce mouvement deviendrait-il historique? Concernerait-il tous les juifs d'Europe? Que je ne sais pas ce qu'il adviendrait de l'être juif et du non-juif. Voilà. Si on l'arrachait, au fond, ce serait presque du marcionisme inversé. Hein, horreur du marcionisme rigoureux qui consiste à arracher les racines, à faire en sorte que le christianisme s'ampute de ses racines juives. Mais accepter que le judaïsme s'ampute de ses racines européennes serait une aventure également extraordinairement risquée et dont moi, dans ma manière de penser, dans mon travail de pensée, dont je fais tout pour le retarder, ce moment-là, et si possible pour le rendre impossible. Voilà. Donc le grand divorce, il est là. Il est dans ce lien de l'Europe à l'être juif, dont j'ai toujours pensé depuis l'école normale qu'il était tellement plus complexe. Alors, Sabelli le savait par cœur, hein, je ne lui apprenais rien. Et puis lui a choisi de faire néanmoins ce saut, et il l'a accompli encore une fois. Mais moi, je le crois au-dessus de mes forces. Je ne sais pas ce qui resterait de mon être juif et peut-être de ma pensée tout court si j'opérais cet arrachement à l'Europe. Donc fondamentalement, si je vous réponds en vérité, hein, du fond de moi-même, c'est ça que je pense. Très bien. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est qu'il y a bien plus, c'est-à-dire que pour vous, le judaïsme, c'est vraiment construit dans l'Europe. Aussi, bien sûr. Et il est né, il est né évidemment bien loin de l'Europe, mais il s'est continué, il s'est accompli. Je veux dire, Rachid était français, encore une fois. Le riz de Dampierre était nord de la France et région rhénane. Le petit-fils de Rachid, Rabbenoutam, était français. C'est des gens qui participaient avec des éperviers aux griffes cachères, aux chasses à courre des comtes de Champagne. C'est comme ça. Bien sûr, oui, je le pense. Mais il y a quelque chose qui
me pose problème, en tout cas dans ce que vous dites, c'est que il y a vraiment une continuité entre ce judaïsme médiéval, celui de l'époque moderne, et celui aussi qui a été en France, le moment de la Révolution française, le moment de l'émancipation, tout le 19e siècle, le moment où se crée ce qu'on a appelé l'israélite français. Et en fait, j'ai l'impression que vous dressez une sorte de continuité entre tous ces éléments, dans cette histoire juive, sans forcément mettre l'accent, comme pouvait le faire un petit peu Benivi, entre le moment où les Juifs vivaient séparés, où ils étaient dans les ghettos et où ils n'avaient pas les mêmes droits, où le droit était encore particulier, c'est-à-dire le moment avant l'émancipation, et le moment qui suit la Révolution française et tout le 19e siècle, c'est-à-dire le moment de l'égalité des droits, le moment où les Juifs, en fait, s'émancipent et où il y a ce projet d'émancipation des Juifs. Donc, en fait, on pourrait dire que le judaïsme est fondamentalement français en parlant de Rachi, par exemple, ne permet pas forcément de comprendre ce qui se joue dans le judaïsme français, dans ce moment-là, qui est celui de la Révolution française et de l'émancipation. Ça, c'est ce qui se joue au moment de la Révolution française, c'est beaucoup de choses. Et c'est en effet, c'est une émancipation, c'est une égalité des droits, c'est le grand Sanhédrin, Napoléon, tout ça. Mais c'est aussi un enfouissement du judaïsme, c'est aussi chez un très grand nombre de juifs un reniement de soi, et c'est aussi la réduction du judaïsme à une espèce de version corpusculaire, minimale, embryonnaire. Enfin voilà, c'est bien sûr. Et ce que vous appelez le franco-judaïsme, Béni Lévy était extrêmement sévère à son endroit. Moi, je le suis aussi. Ce judaïsme qui dit, en gros, que être juif, c'est rien d'autre que être ami des droits de l'homme et ami de l'impératif catégorique kantien, c'est pas la peine d'être juif pour dire ça. Et autant ne plus l'être, naturellement. Et c'est vrai pour la France comme c'est vrai pour l'Allemagne. Donc l'émancipation, ça a donné ça. Ça a donné cette espèce de judaïsme résiduel, de degré zéro du judaïsme, d'assimilation non pas sociale, mais métaphysique, qui a été, alors là, le réservoir d'âme, comme dit le Talmud, c'est vraiment a failli se vider avec l'émancipation. Ça, c'est vrai. Mais il ne s'est pas totalement vidé. Et vous avez eu, dans le creuset dans le cadre nouveau de l'émancipation, vous avez eu des penseurs de grande qualité, de grande intensité, dont Béni Lévy est le dernier exemple. Enfin, avant lui, vous avez Emmanuel Lévinas, qui vient écrire en langue française l'une des œuvres juives les plus importantes. Vous avez en langue allemande quelqu'un alors qui a fait les deux, Rosenzweig, le maître de Lévinas, enfin celui dont Lévinas dit qu'il est trop présent dans ses pages pour être cité, qui était un hégélien qui pensait d'ailleurs que son chef-d'œuvre c'était son livre sur Hegel et l'État, et puis qui accouche de l'étoile de la rédemption. Donc, vous avez à l'intérieur de la langue allemande, à l'intérieur de la langue française, après l'émancipation, des grandes pensées qui surgissent et qui n'ont pas besoin et auxquelles le ghetto n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, je crois que la question, c'est pas ghetto ou pas ghetto, c'est Moses Mendelssohn, voilà, l'inventeur des Lumières juives, le promoteur des Lumières juives. C'est à la fois un homme des Lumières, un des inventeurs des Lumières en général. Hein, je crois que c'est Michel Foucault qui disait ça dans son texte sur les Lumières. Donc, homme des Lumières,
ami des philosophes de son temps, discutant de l'amitié avec Wolff et se faisant d'ailleurs bastonner par des coreligionnaires pour avoir discuté de l'amitié avec Wolff. Et c'est en même temps un juif, pour parler comme Jean-Claude, pour reprendre les catégories de Jean-Claude Milner, pour moi, c'est un juif d'affirmation. C'est un juif qui en tout cas refuse de le présupposé des juifs modernes, qui est de dire la Torah, d'accord, mais le Talmud, on oublie. Il est pas cananique. Il n'empile pas la Torah du Talmud. Et il pense... Hermann Cohen, kantien, qui finit en faisant l'apologie de la Prusse en guerre, c'est aussi un vrai penseur du judaïsme. Donc voilà, donc je crois que ce que je vous disais tout à l'heure, cette co-appartenance possible et dans certains cas substantielle entre l'être juif et l'Europe, elle est vraie avant l'émancipation, Rachi, les tosafistes et tout ça, mais elle est vraie aussi après l'émancipation ou au moment des Lumières. Mais dans tous les penseurs que vous citez, que ce soit Rosenzweig, Benny Lévy, Lévinas et même, dans une certaine mesure, Hermann Cohen, je ne parlerai pas plutôt de co-appartenance entre le judaïsme et l'Europe, mais plutôt d'une mise en crise de cette relation. C'est-à-dire que ce soit chez Rosenzweig, c'est justement parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose dans la pensée qu'on pourrait dire en quelque sorte la pensée suprêmement européenne, suprêmement allemande, qui est celle de Hegel. Il y a quelque chose qui est en crise là-dedans. Il y a quelque chose qui est en crise, il y a quelque chose que on ne peut plus rester simplement dans la totalité, justement, et c'est là où il se fait qu'il amorce son geste critique de cette idée de totalité, où il dit qu'il faut penser quelque chose qui ne soit au-delà de la toute-puissance de la raison. C'est même quelque chose que l'on retrouve d'une certaine manière chez Moses Mendelssohn. C'est une idée, et même chez Lévinas aussi, que ce soit dans ses lectures talmudiques, et c'est justement la lecture qu'en propose Benny Lévy, c'est sur ce point-là un des points de désaccord que vous avez dans votre lecture de Benny Lévy. Là où vous, de Lévinas, pardon, là où vous voulez voir, vous prenez vraiment le Lévinas universaliste, le Lévinas qui pense l'universel, Benny Lévy a voulu mettre en avant le Lévinas chez qui la question de l'expression en langue grecque, en langue grecque, des principes que la Grèce ne pouvait pas penser, c'est justement ce qui fait crise. Et il utilise d'ailleurs le terme de satanique. En fait, il y a un tour de Satan chez Lévinas dans ce point-là, à la fois penser dans la langue, à la fois de penser dans la langue grecque des principes que la Grèce ne pouvait pas penser. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire la transformation d'une proposition juive en une proposition universelle. Ça, c'est quelque chose qui posait problème à Benny Lévy, et c'est quelque chose que vous, de votre côté, dans votre lecture de Lévinas, acceptez. Donc, de ce point de vue-là, je remettrai cela en question, c'est qu'il n'y a pas de co-appartenance véritablement chez ces grands auteurs juifs, chez ces grands philosophes juifs, avec leur langue européenne, avec la pensée européenne, mais il y a véritablement une crise, vraiment. Il y a un moment où on sent que la pensée européenne fait crise, le grec fait crise, et il faut penser autre chose. Et c'est même quelque part un petit peu le cas chez tous les talmudistes médiévistes, et même dans toute la tradition juive telle qu'elle s'est constituée. Par exemple, je vais citer un cas, Philon d'Alexandrie, sur qui Benny Lévy a fait sa thèse. Philon d'Alexandrie est un philosophe qui est imprégné de platonisme, qui est vraiment un penseur grec. Et justement, Philon d'Alexandrie est un penseur que n'a pas retenu la tradition juive. Alors que c'est un immense penseur, que ce soit dans son commentaire de la loi ou même dans son médio-platonisme, c'est un immense penseur qui a une immense influence sur la tradition chrétienne, mais qui, que ce soit dans l'Antiquité tardive ou au Moyen-Âge, ou même plus tard, en fait, n'a absolument pas marqué la tradition juive. Vous avez totalement raison. Alors, quand Rosenzweig commence et quand Lévinas commence, l'Europe n'est pas en crise. L'Europe est en ruine. En ruine. Et c'est ça leur constat à tous les deux. L'étoile de la rédemption
Elle est écrite dans les tranchées des Dardanelles, dans le sang des batailles, Rosenzweig voit cet esprit absolu dont il avait décrit le triomphe dans son livre précédent, faire littéralement naufrage dans la boue des tranchées, et c'est ça le point de départ. Lévinas, il pense après à Auschwitz, c'est-à-dire après, là encore, un suicide ou une mise à mort de la raison. L'universel grec, latin et chrétien, il est mort 2 fois. Il est mort dans les tranchées de Rosenzweig en 1917 et il est mort dans les chambres à gaz en 1944. Ça, c'est totalement exact et c'est de ça que partent Rosenzweig comme Lévinas. Ils partent de cette ruine de l'Europe. Ils partent de cette ruine de la totalité. Ils parlent de cette imposture qu'a été l'hégélianisme achevé. Voilà. Mais n'empêche qu'ils recommencent, tous les deux. Et ils recommencent en langue allemande pour l'un, en langue française pour l'autre. Et pour prendre celui qui m'est le plus familier, qui est Lévinas, parce que je connais un peu Rosenzweig, mais je ne lis pas l'allemand. Lévinas, il recommence en langue française et en langue grecque. Et je sais que Béni pensait ça. Et là encore, je vais vous répondre avec beaucoup de scrupules parce que encore une fois, je sais ce qu'il pensait et par définition, je pense il était si savant qu'il avait beaucoup plus de raisons d'avoir raison que moi. Mais enfin, moi, en tout cas, je sais que Lévinas, donc écrivain en français, on le sait tous, qu'il pensait en grec et qu'il pensait en grec exprès. C'est-à-dire que pour lui, c'était un geste stratégique, pour Lévinas. Penser en grec, traduire le souffle hébraïque en logos grec, le mettre en forme dans les catégories de la rationalité platonicienne ou aristotélicienne. C'était pas un geste paresseux. C'était pas juste parce que c'est ce qu'il avait appris à faire en même temps que la yeshiva, il avait appris la philo. C'est qu'il pensait que c'est ça qu'il fallait faire pour l'humanité d'après Auschwitz. Et pour des tas de raisons. Il savait aussi quels sont les mauvais démons qui peuvent travailler la pensée juive. Il venait de Vilnius, du petit carré lituanien. Il connaissait l'histoire des faux messies, du sabbatisme et tout ça, et il savait de quelle divagation, de quel dérèglement de la pensée, le judaïsme peut être aussi le théâtre. Il savait ça, qu'il y avait aussi cette chasse à la superstition qui était l'un de ses chevaux de bataille, cette chasse au sacré auquel il opposait la sainteté, cette chasse au numineux, au paganisme, qui était son objet. Il savait aussi qu'elle était amenée aussi dans le carré juif. Il savait ça. Et puis, il savait que la pensée grecque, elle avait ses vertus, qu'il y avait, à condition d'en savoir les limites, à condition de savoir comment, quand elle se cancérisait, elle était capable, et quand elle se greffait sur la voie romaine, et quand elle se greffait sur le paulinisme, et quand tout ça se greffait sur une culture allemande mal baptisée, comment ça pouvait donner le pire. Mais il savait aussi que c'était un chemin de rationalité, un refroidissement de ce que ses arrière-grands-parents avaient pu lui raconter, des grands emballements de faux messies, un refroidissement de tout ça, un refroidisseur. Voilà. Lévinas pensait ça, par exemple, voilà, qu'il pouvait y avoir des emballements dans il y a eu, Jacob Frank, il y a eu des emballements
Et il pensait que la pensée grecque était un bon refroidisseur pour ça. Donc voilà, c'est ça qu'il faisait. Alors, je ne sais pas si... Moi, je pense qu'il avait raison. Peut-être Béni a-t-il raison de penser que non, et il faut lire ses livres. Mais en tout cas, c'était pas un hasard si Lévinas faisait ainsi. C'était à sa manière à lui, tellement prudente, tellement bien élevée, jamais tonitruante, jamais coruscante. Il y a jamais eu de discours de la méthode de Lévinas. Hein. Tout ça se faisait de manière extrêmement timide, si j'ose dire, mais en même temps d'une grande force. C'était un geste stratégique. Donc voilà. Et je pense que Rosenzweig, c'était la même chose. Je pense que le Rosenzweig, d'après la nuit de Kippour 1913, quand il fait retour au judaïsme, quand il écrit l'étoile de la reste rédemption, juif, comme il dit, quand il dit je reste juif. ah oui, Ça. quand tu dis je reste juif, oui, mais alors qu'il était entré à la synagogue pour ne plus jamais l'être et pour entrer dans le christianisme comme le Christ l'avait été au début de son magistère en juif. Voilà, il y a cette nuit extraordinaire, c'est l'histoire la plus mystérieuse de retour. Alors ça c'est une histoire dont on a beaucoup parlé avec Béni Lévy, c'est l'histoire de Rosenzweig. Donc voilà, nuit de Kippour 1913, il décide, il est hegelien, il pense que Hegel a raison et que le judaïsme est une sorte de rebut de l'histoire qui, dans la mesure où il n'a jamais pris la forme d'un État-nation, a vocation à s'éteindre. Il ne veut pas être le dernier à éteindre la lumière. Et il décide de faire comme tout le monde et de faire comme le mouvement de l'histoire, de faire comme Hegel dit que ça doit être. Il décide de devenir chrétien. Et avant de devenir chrétien, il décide de devenir chrétien le lendemain matin, la veille au soir, nuit de Kippour, il décide de la passer à une synagogue pour avoir été juif une nuit avant de devenir chrétien. Et cette nuit-là, il se passe quelque chose et il ne sortira plus jamais, sinon de la synagogue, du moins de la maison d'études, et il écrira ce chef-d'œuvre absolu, ce livre séminal qu'est l'étoile de la rédemption. Donc voilà, juif et grec, ça veut dire tout ça. Grec voulant dire allemand, ou voulant dire français, ou voulant dire portugais pour d'autres. Ça veut dire ça. Oui. Parce que c'est une grande question aussi de ce qu'on met derrière ce mot grec. Ça veut dire quoi les Grecs? Et puis surtout, il y a les Romains derrière de l'autre côté. Donc, ce que dit ce qu'appelle Béni Lévy dans le sillage de Lévinas, la Grèce, c'est-à-dire la philosophie telle qu'elle s'est constituée dans son histoire, c'est la destruction de la transcendance. Et ça me permet aussi de citer un autre texte de Béni Lévy, où Béni Lévy nous dit qu'il y a, permettez-moi de lire ce texte, de Béni Lévy, pour Lévinas, la Torah, ce qu'il appelle souvent le sensé biblique, et la philosophie ne s'accordent pas, puisque d'un côté, du côté de l'enseignement d'Israël, donc la Torah, le Dieu est transcendant, et que de l'autre côté se trouve l'histoire de la destruction de la transcendance. Et donc, sous le mot de Dieu, c'est l'essentiel qui se joue. Cela ne s'accorde pas. Et si cela ne s'accorde pas sur l'essentiel, cela veut dire, en clair, que cela se fait la guerre. Et cette guerre porte un nom dans l'histoire d'Israël, dans l'être même d'Israël. Ce nom, c'est Hanouka. Hanouka, c'est justement cette guerre pour arracher la Torah à son exil grec. Donc la question, c'est qu'il peut évidemment y avoir de la pensée. Il peut même y avoir de grandes choses qui se font dans l'exil. Mais on reste toujours dans l'exil quelque part. Il y a toujours cette tension entre la transcendance, le non-arrachement à la transcendance. Et c'est cette guerre-là, guerre bien sûr métaphysique, qu'a choisi Béni Lévy. Et ça me permet aussi un petit peu d'enchaîner sur un autre sujet, celui de la guerre. C'est-à-dire que là où Béni Lévy a choisi son combat,
Béni Lévy a choisi de mener une guerre métaphysique contre cette pensée grecque, contre ce qu'on peut appeler dans la tradition Édom, pour se libérer de l'Europe. Et la guerre aussi, ce terme-là, a des implications politiques. Et vous-même, vous êtes engagé, vous avez pensé, vous avez été aussi parfois un acteur ou une des figures du moins de nombreuses guerres. Et cela, en fait, témoigne également d'un rapport très différent, d'un côté Béni Lévy, de l'autre vous, un rapport très différent, je dis, avec la politique et avec la question politique. Alors c'est ce rapport maintenant sur lequel j'aimerais revenir, cette différence dans la vision politique du monde, là où Béni Lévy a refusé cette vision politique du monde, vous l'avez choisi. Alors même, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les années 70, avec les éditions Grasset, avec La barbarie à visage humain, avec quelques années plus tôt, quand vous avez édité L'Ange de Guy Lardreau et de Christian Jambet, il y a eu un moment, et même encore après, avec l'histoire maintenant, mais selon d'autres modalités, il y a eu un moment de remise en question. On a été vraiment dans le moment d'un crépuscule révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution n'était plus à l'ordre du jour. Le grand soir ne datait pas de demain, le grand soir datait de la veille. C'était passé, c'était fini. Et donc, à ce moment-là, il y a eu, pour Béni Lévy, cette remise en question du paradigme politique. Permettez-moi de citer un autre texte. Encore une fois, juste le temps que je le retrouve sur la politique, où il dit, je cite, « Je me suis complètement donné dans cette période de la gauche prolétarienne. Et j'ai failli me perdre. Il était donc impossible que je sorte indemne de cette affaire. C'était ou vif ou mort qu'il fallait me retirer. J'ai essayé d'être vif. J'ai mis le temps. Je me suis terriblement accroché dans cette recherche. C'est-à-dire qu'aucune des petites sorties ne pouvait me convenir. Il fallait sortir totalement. Parce que moi, je ne suis même pas un juif algérien que le décret crémieux enveloppé d'une illusion. J'étais un apatride. Alors encore une fois, j'avais les mains nues. Béni Lévy a choisi de totalement sortir de cette vision politique du monde, de la vie politique, de l'engagement. Cet engagement dans lequel il a failli se perdre. Vous, pourtant, alors même qu'il y avait cette possibilité qui s'amorçait dans les années 70 de sortir de la vie politique, vous n'avez pas pris la même décision. Et donc c'est sur cette question-là, sur cette différence et sur cette question, parce que c'est vraiment celle de la place que nous tenons et la place du juif au sein de la cité qui se pose à présent. Cher Adam Bévy, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a la conception politique du monde, et il y a la politique. À la fin des années 70, en effet, il y a rupture avec la conception politique du monde. Chez Béni Lévy, qui s'appelle encore Pierre Victor, qui est en train de s'appeler Béni Lévy, et chez moi aussi. La barbarie à visage humain, le Testament de Dieu, mes premiers livres, c'est aussi une rupture avec la conception politique du monde. Conception politique du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, penser que tout est... Qu'est-ce qu'on entendait? C'est une formule des années 70, la conception du monde. Ça veut dire deux choses. Que tout est politique. Roland Barthes qui disait la langue est fasciste. Michel Foucault qui disait un sujet, c'est rien d'autre qu'une espèce de condensé de micro-pouvoir. Jacques Lacan qui disait, dans cette salle, qu'un sujet, c'est une espèce de coagulation de maîtrise. Enfin, tout est politique. C'était ça, quoi. Et la deuxième chose que disait la conception, que voulait dire être habité par la conception politique du monde, c'était que toutes les questions auxquelles un humain les questions les plus douloureuses auxquelles un humain doit s'affronter, la question de la souffrance, la question de la misère, de la souffrance, du mal, tout ça peut être résolu, peut être réglé par une révolution politique. Voilà. Ça, c'était la conception politique du monde. Et il y a un moment où, en effet, effet de génération, Béni,
Lange de Lardreau-Jambet, mon ami André Glucksmann, moi-même, nous rompons tous avec ça. Il y a une date ou deux qui sont des dates témoins. Il y a, dans mon calendrier à moi, par exemple, mais Benny a le sien d'ailleurs, c'est probablement la rencontre avec Lévinas. Moi, dans mon calendrier, c'est une rencontre avec Michel Foucault, que j'ai rapporté à l'époque en 1975 ou 16 dans le Nouvel Observateur, où Michel Foucault est le premier à prononcer la phrase que je vais vous dire, qui est iconoclaste, qui est la rupture avec la conception politique du monde. Il dit, Foucault, la chose suivante: depuis des générations et des générations, tous les jeunes hommes ou les moins jeunes hommes se posent une question: est-ce que la révolution est possible? Aujourd'hui, la vraie question, c'est plus est-ce que la révolution est possible, c'est est-ce que la révolution est désirable? Et réponse de Michel Foucault à moi dans l'Observateur: la révolution n'est plus désirable. Ça veut dire que ça ne règle pas la question de la souffrance, du malheur et de la misère, et qu'au contraire, ça les aggrave. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et il y a un événement majeur. Foucault, c'est un événement de discours. Il y a un événement dans le réel qui est la révolution culturelle chinoise et sa métastase cambodgienne. Conversation que nous avons eue une fois ou deux ou trois avec Benny Lévy. La révolution cambodgienne, c'est dans le calendrier de notre époque, c'est moins important que la chute du mur de Berlin ou que la chute du régime des Mollahs peut-être demain. En vérité, c'était un événement majeur. Parce que, événement majeur dans l'histoire du monde, bien sûr, parce que génocide, affreux, abominable, atroce, mais aussi dans l'histoire de la pensée. Car la révolution cambodgienne, c'est l'accomplissement de la conception politique du monde. La révolution cambodgienne, c'est la révolution la plus sérieuse que les humains aient jamais tentée. Sérieuse, ça veut dire allant chercher les racines de la servitude, de l'oppression, dans les lieux les plus secrets où l'oppression était enracinée, dans le désir, dans la langue, dans l'organisation même du réel. Les Cambodgiens, ils refaçonnent le désir en réglementant les mariages, ils refaçonnent la langue, vous savez, en inventant une nouvelle langue, etc. Oui, parce qu'il y avait cette idée qu'ils étaient venus étudier à la Sorbonne en France et qu'ils avaient ramené... Ils avaient ramené Lacan, Foucault et tout ça de la France au Cambodge. Et donc, c'est les premiers révolutionnaires, c'est les révolutionnaires les plus radicaux de l'histoire des révolutions. Et cette révolution-là, elle aboutit à un record du monde, en tout cas horaire, du massacre et du génocide. Donc ça, c'est un choc pour toute notre génération. Et avec tout ça, Foucault, le Cambodge, la conception politique du monde apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un leurre et un leurre barbare. Donc rupture avec le Zambie. Et ça, tout le monde est d'accord, et moi, je n'ai jamais renié cela. Je récuse la conception politique du monde, notamment d'ailleurs dans sa forme affadie d'aujourd'hui, dans sa forme tellement moins instruite, tellement moins savante et tellement dégénérée qu'on appelle bêtement le wokisme. Mais en gros, dire que l'histoire de la littérature, que les goûts littéraires, les pratiques culturelles autorisées ou non, que tout ça est soumis à des injonctions politiques, c'est le fruit abattardi de ce que disait en langue très savante et de manière beaucoup plus maligne Jacques Derrida, Lacan, Foucault et autres. Donc, conception politique du monde, je n'ai jamais renoncé à cela, et aujourd'hui encore, dans mon âge d'aujourd'hui, je continue à lire Nabokov, si j'ai envie de lire Nabokov. Je continue à lire Les Suppliantes d'Eschyle en me les figurant comme je l'entends, et ainsi de suite. Après, il y a une deuxième question. Et c'est là où il y avait en effet une vraie différence avec Benny Lévy et entre sa radicalité et peut-être ma compromission avec le siècle. C'est la politique. Mais ce n'est pas qu'une question de compromission. Je crois que c'est aussi une manière d'interpréter Lévinas, au fond. Et ça, je vais vous le dire en langue lévinassienne. Lévinas demande, est-ce que la pensée juive,
est-ce que c'est une optique ou est-ce que c'est une éthique? Vous êtes familier de cela, hein, c'est grand thème lévinassien. Est-ce que le judaïsme est une spiritualité dont le geste principal est un geste optique, un regard vers l'un, un regard vers la transcendance, avec risque dans lequel ne tombait pas Béni Lévy, mais que pointait Lévinas, avec le risque de ne pas être très différent des chrétiens, d'étudier un peu moins et de contempler un peu plus, etc. Il y avait l'optique. Et c'est ce que pensait Béni. Alors lui, qui étudiait à s'en briser les os de la tête et les os du corps et à en mourir, mais il pensait en effet que il y avait cette dimension optique de l'étude. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, vous parliez de Platon tout à l'heure, le texte de Platon, un des textes dont j'ai souvent entendu Béni parler, c'était le Philèbe de Platon, qui est l'un des rares textes, le seul texte de Platon, qui dit quelque chose qui ressemble à une transcendance, l'au-delà de l'être. Hein, l'au-delà de l'être. Et ça, c'était un texte béni lévien. Cet au-delà de l'être, le Philèbe, ça faisait partie de son vitrail philosophique. Donc voilà, il y avait hypothèse numéro 1, le judaïsme est une optique. Et puis hypothèse numéro 2, dont je crois que c'était l'hypothèse retenue par Lévinas, c'est que c'était une éthique. C'était pas un rapport à l'un, c'était un rapport à l'autre. C'était pas un rapport à la transcendance, c'était un rapport au voisin. C'était pas une manière de se laisser habiter par Dieu, c'était une manière de se faire l'otage d'autrui, de laisser autrui vous prendre en otage et se substituer à vous. Et là, si on prenait ce parti-là, le parti d'un judaïsme non plus optique mais éthique, là, être juif, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire, Lévinas, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire aux assoiffés, venir en aide aux misérables et avoir le souci le souci actif, pratique, poétique, le souci du faire de l'autre homme. Voilà. Et ça, alors Béni, quand je lui disais ça, m'envoyait promener à la fois avec sa rigueur absolue et son éclat de rire merveilleux, en me disant que tout ça ne voulait rien dire et que qu'est-ce que j'allais m'emmerder avec au Burundi, qu'est-ce que j'allais perdre mon temps en Afghanistan et alors qu'il y avait ce combat avec la Torah, ce combat avec le texte qui était tellement plus important pour la rédemption du monde et voilà. Mais c'était les deux voies. Si vous étiez lévinassien, vous étiez du côté du Philèbe de Platon, c'est-à-dire l'au-delà de l'être, ou vous étiez du côté d'un certain Lévinas, l'autrement qu'être. Est-ce que vous êtes dans l'au-delà de l'être, Philèbe 1, optique, ou est-ce que vous êtes dans l'autrement qu'être, éthique, rapport à l'autre, et souci du voisin. Voilà. Donc le désaccord, il venait sûrement de mon immense ignorance des textes juifs comparé à son savoir, j'en sais plus que beaucoup, mais infiniment moins que lui, ou est-ce qu'il venait de deux lectures différentes du texte de Lévinas? C'est pas moi qui vais trancher ici, il n'est pas là pour me répondre, donc c'est à vous, lecteurs, et aux participants de ce séminaire de trancher, bien sûr. Très bien. Alors, je regarde quand même un petit peu l'heure qu'il est, si vous me permettez. Alors, oui, alors on n'a pas eu le temps. Je vais dire très rapidement on va parler très rapidement du sionisme et puis on va accorder un petit peu de temps pour les questions. Aussi, si vous le permettez, si le public a des questions. Alors, au sujet du sionisme, il y a aussi cette grande différence où Béni Lévy, lui, n'a au fond jamais été sioniste, que ce soit dans sa période maoïste, la gauche prolétarienne pour des raisons évidentes, et aussi un antisionisme d'après, un antisémisme justement au nom de la Torah, au nom de cette critique de la vision politique du monde, au nom d'une critique de la modernité,
Donc j'aimerais revenir aussi sur cette question, c'est-à-dire quelles ont été, comment se sont manifestées entre vous cette divergence sur le sionisme entre vous et Benny Lévy? Là, pour le coup, je ne crois pas qu'il y ait eu divergence, Adam, parce que moi, au sens strict, pas au sens de BFM TV ou de quand je vais parler chez Darius Rochemin, mais au sens philosophique. Je ne suis pas sioniste non plus. Non, attendez. Au sens, je ne pense pas que le seul destin juif possible soit de vivre en Eretz Israël. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas que la galoute, que l'exil soit un déficit d'être. Je crois qu'il y a une manière d'être juif qui est féconde en diaspora. Et je pense même d'ailleurs que tout à l'heure nous parlions du franco-judaïsme qui a été une manière pour le judaïsme français par l'assimilation de venir au bord de la disparition, d'être de moins en moins juif, de plus en plus français, de moins en moins juif, et de dire que Léon Brajvik, tout ça, être juif, c'est juste être pour le drapeau français et pour les droits de l'homme. De même, on pourrait dire que dans le moment sioniste, le moment Herzl et puis tout ce qui a suivi, il y avait une manière aussi de se mettre à l'heure des nations. Il y avait une manière aussi de faire comme tous les autres, de faire comme tout, d'obéir à l'injonction hegelienne. Hegel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit il n'y a pas un peuple qui peut survivre s'il ne prend pas la forme d'un État. Et si vous ne prenez pas la forme d'un État, vous disparaissez ou vous êtes nul ou vous n'êtes pas un peuple. Donc, chez Herzl, et d'ailleurs, il y a tout un tas de textes très bizarres dans Théodore Herzl, qui disent un peu ça, qui disent qu'il y a une espèce d'anormalité dans le destin juif, que tout ça doit rentrer dans l'ordre, que tout ça doit s'hégélianiser et doit prendre la forme d'un État. Donc, il y a presque philosophiquement, et ça, je ne veux pas que ça sorte d'ici, c'est séminaire. Mais c'est filmé. C'est filmé, malheureusement. Oui, ça va. Il y aurait presque une sorte d'assimilationnisme. Vous voyez? Un assimilationnisme en un seul mot. Après, donc ça, c'est philosophiquement. Philosophiquement, il y a un vrai risque pour l'être juif. Il y a dans le devenir État, dans la mise à l'heure des nations, il y a un vrai risque pour l'être juif, pour sa fragilité, pour sa complexité, pour tout ça. Après, être sioniste au sens de défendre Israël contre les canailles, de défendre Israël contre la satanisation par les autres nations, défendre Israël parce que c'est un tout petit État entouré d'une réprobation immense et menacé dans son existence même, ça, mais je suis au premier rang, quoi qu'il m'en coûte, à le faire. Premier rang, et quoi qu'il m'en coûte, et il m'en coûte parfois cher. Mais Benny aussi était comme ça. Il ne laissait rien passer. Moi, j'ai une correspondance avec Benny, quelques échanges de lettres sur ce thème. C'était à l'époque, comme vous dites, c'était déjà Netanyahou, et c'était, je ne sais pourquoi, l'intifada ou je ne sais quoi, où il était implacable dans sa défense d'Israël. Même s'il ne pensait pas que c'était le seul outcome possible pour le destin juif, etc., mais il pensait que ce qu'était Israël, cet État juif, il devait être défendu contre vents et marées. Là-dessus, on était d'accord. Et il était là-dessus d'une grande radicalité. Et il ne prenait pas de gants. Donc je crois qu'on était d'accord là-dessus. Et sur le substrat philosophique, c'est-à-dire le fait qu'il y a d'autres destins juifs possibles. Et moi, je le crois encore plus. Moi, je vous dis qu'on peut être juif en Amérique et juif en Europe. Et je crois d'ailleurs que le judaïsme moderne, amputé de sa part américaine, de la dernière étape en date du voyage occidental, serait un judaïsme très perdant, un judaïsme qui perdrait beaucoup. Mais
À côté de cela, je ne transigerai jamais, et encore une fois, quelle que soit la rumeur, les attaques, la complication de ma vie quotidienne, vous en avez quelques exemples même dans cette salle. Oui, bien sûr, mais je ne transigerai jamais là-dessus. Je défends Israël bec et ongles parce que Israël est menacé, parce qu'Israël peut mourir, parce qu'Israël a raison dans, dans, dans la plupart des guerres qu'il doit, qu'il doit mener, etc., etc. Donc c'est deux choses. Mais Béni était dans le même cas. Mais il y a, de ce point de vue-là, je dis ça rapidement, il y a aussi, de ce point de vue-là, une tension. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait le droit au peuple juif d'être, en quelque sorte, pour reprendre un- une expression, c'est-à-dire un peuple comme les autres. Et de l'autre côté aussi, cette mission, une vocation en quelque sorte, dont vous parlez dans l'esprit du judaïsme, c'est-à-dire celle qui serait la mission de la réparation du monde. C'est-à-dire, il y a cela dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'il y aurait une vocation propre au peuple juif qui est celle de la réparation du monde et celle d'une responsabilité vis-à-vis du non-juif. Alors, ici, la question qui se pose, c'est comment, au nom de cette responsabilité, comment en tant qu'État juif ou État des juifs, je n'entrerai pas dans la polémique, comment au nom justement de cette responsabilité, dont pourrait être porteur l'État d'Israël, peut-il être un État comme un autre? D'abord, moi, si Israël si Israël devenait demain un État absolument comme un autre, j'en serais navré. Et je pense que, alors ça dépend pas de moi, hein, je suis pas premier ministre d'Israël et je suis pas chef d'état-major de Tsahal, mais ma pensée profonde, c'est que ce serait quand même dommage d'avoir tant tardé à devenir un État, d'être si tard venu dans l'entrée en scène des États, d'être le dernier au fond, hein, ou l'un des derniers. Ce serait si dommage d'être si tard venu et de ne pas avoir tiré les leçons des égarements des États plus anciens et de ne pas en tirer des conclusions, et donc de devenir un État comme les autres. Vraiment, ce serait absurde et ce serait trop dommage. Ça, je pense ça très profondément. Et je crois que une grande partie de la société israélienne, et je dirais même la majorité d'Israël, pense comme moi. Je connais bien Israël, je connais bien l'armée israélienne, enfin bien. J'ai fait des reportages, je l'ai accompagné dans des moments extrêmement difficiles. Et je sais qu'il y a dans l'âme israélienne quelque chose de très profond qui reste de l'âme juive, avec cette fragilité, avec ce souci d'autrui, etc. Bon, ça prend des formes diverses. Moi, j'ai vu, j'avais écrit un reportage pour le Monde, je crois, en 2006, sur la précédente guerre du Liban, où j'ai vu des choses hallucinantes, un commandant d'unité d'artillerie consulter un avocat sur le terrain avant de lancer une frappe, peser le pour et le contre, engager une discussion talmudique, certes brève, mais enfin, il y a aussi des discussions talmudiques brèves sur l'opportunité au nom de la frappe, et ainsi de suite. J'ai couvert beaucoup de guerres dans ma vie, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai jamais vu ça. De même que je n'ai jamais vu d'ailleurs non plus une armée qui prévienne avant de tirer. J'ai couvert des guerres sur tous les continents. Une armée qui, quelques jours, quelques heures avant, disent écoutez, mettez-vous aux abris parce qu'on va bombarder. Je n'ai jamais vu ça. Alors, c'est pas gai pour les malheureux qui doivent en effet se mettre aux abris. Parce que se mettre aux abris, ça veut dire prendre le chemin de l'exil. Ça veut dire partir. Ça veut dire au Liban aujourd'hui 1 million de déplacés, naturellement. Mais c'est pas mourir. C'est pas mourir sous les bombes d'un bombardement surprise et indiscriminé. Donc,
j'aimerais pas qu'Israël soit un État comme les autres. 2, je crois qu'il ne l'est pas tout à fait, aujourd'hui encore, qu'il ne l'est pas. Et 3, je pense qu'il y a une bataille idéologique à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de ses appareils d'État et de ses appareils militaires, sur cette question-là. J'ai écrit un livre, juste après le 7 octobre, qui s'appelait « Solitude d'Israël ». Qui reprend en plus un des séminaires que vous avez tenus. Voilà. Oui, qui reprend le titre, mais la problématique est différente. Oui, et le dernier chapitre du livre, ça s'appelle « Si je t'oublie, âme juive ». Les synagogues du monde entier, depuis des siècles et des siècles, ont dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main se dessèche ». Je dis à la fin de Solitude d'Israël que la chose peut se retourner à nouveau et que moi, ce qui m'habite soir et matin, c'est cette mise en garde-là, adressée à mes amis, à mes sœurs et frères d'Israël. N'oubliez pas l'âme juive. Parce que là, ce serait pas votre main qui se dessécherait, ce serait votre cœur qui se dessécherait. Et je crois que ça n'est pas le cas. Mais je crois que c'est cela qui doit être rappelé à la société israélienne, et qui n'a pas d'ailleurs besoin qu'on la lui rappelle. Elle se la rappelle toute seule. Tous les samedis, pendant des 18 mois sur la place des otages, il y avait des milliers de familles qui continuaient de faire vivre l'âme juive à l'intérieur d'Israël. Donc c'est ça la problématique. Voilà. Et en effet, c'est ça le réquisite, quoi. Mais il y a ici aussi un point de désaccord avec Benny Lévy, parce que pour vous, dans l'israélien, dans l'identité israélienne, il y a une survivance, même une force, une manifestation de l'âme juive. Et là, je suis dans le séminaire La pensée du retour, son dernier séminaire, dans lequel il dit, je cite, je ne veux pas, les figures de l'identité juive qui refusent le oui du Sinaï ne manquent pas. Qu'est-ce d'autre qu'être israélien, sinon dire non à l'être juif? Et ensuite, il y a le commentaire brouhaha, tollé de réactions et d'exclamations croisées dans l'auditoire. Et donc, il y a cette phrase, quand même, c'est-à-dire Benny Lévy, lui, voyait dans l'israélien, dans cette identité israélienne, non pas la manifestation de l'haine juive, mais au contraire, sa négation, le refus du Sinaï. Et donc, ici, il y a d'un autre côté, c'est aussi pour nuancer cette convergence qu'il y aurait sur la question. Je me souvenais ni de la phrase ni du brouhaha. Je veux dire qu'elle est assez frappante. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense qu'il y a un oubli de l'âme juive. Pardon, mais il y a en Israël, il y a dans la France des années 20 et 30 chez les franco-judaïques, et puis il y a dans la France d'aujourd'hui. Il y a des tas de gens en France aujourd'hui ou dans le monde entier ou à New York qui se disent et qui se croient sans doute juifs et qui n'ont qu'une idée très lointaine de ce qu'est cette étincelle juive. Et c'est vrai en Israël. Donc, bien sûr que le judaïsme est rare. On n'est pas juif par carte d'identité. On n'est pas juif on est juif quand on le veut. On est juif quand on y œuvre. On est juif quand on lit un texte juif, ou quand on lit un peu en juif, ou quand on est juif quand on agit en juif. Moi, dans ma conception, être juif, c'est une éthique, hein, comme je vous l'ai dit, plus qu'être optique. Donc, pour moi, ma manière à moi d'être juif, c'est réfléchir avec Benny Lévy, réfléchir sur ses livres, réfléchir sur des textes plus anciens, mais c'est aussi écrire un livre sur Daniel Pearl, et c'est aussi pousser un coup de gueule contre l'abomination de la guerre au Soudan. Voilà. Il y a des tas de gens qui ne sont pas juifs, y compris parmi les juifs, ça c'est vrai. Alors, il y en a en Israël, mais il y en a en France, hein, et même dans les restaurants cachers. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Alors, il se fait un petit peu tard, mais je pense qu'on va quand même se laisser un petit peu de temps pour des questions. Alors, s'il y en a dans le public, c'est maintenant.
Oui. Ah, c'est bon, les gars. Alors, je me demande si le divorce dont vous parlez autour de la question de cette vision de l'Europe et du choix qu'avait fait Benny Lévy de partir de l'Europe, est-ce que le divorce a vraiment été consommé, étant donné qu'en fait, Benny Lévy finalement n'avait jamais étudié en hébreu et qu'il était resté dans une forme de traduction de la pensée juive en français, dans ses cours, et donc il était resté dans ce que vous décrivez quand vous parlez de Lévinas, quand vous parlez de Rosenzweig, quand vous parlez de tous ces penseurs-là, et de vous-même, qui essayez de parler le juif dans une langue qui n'est pas la langue juive, l'hébreu. Eh bien finalement, je pense que c'est une forme de divorce pas fini. Je pense que s'il avait continué à vivre, il y serait arrivé, mais que là, pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Donc finalement, vous êtes resté dans le même chemin qui est de la traduction. Je crois que. Attendez. Benny, enfin, je ne sais pas si Gilles Lénus est là, mais Benny lisait. Est-ce que Gilles. Benny lisait en hébreu ou pas? Évidemment. Non, non. Il a fait un cours en hébreu, en tout cas, il lise en hébreu. Celui sur les sionistes, pas de doute là-dessus. Non, non. Benny était, je crois vraiment, était arrivé aussi loin qu'il est possible d'aller sur ce chemin-là. Non, non, il avait lu en hébreu l'entièreté du Talmud, probablement au moins une fois. Et non, non, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, ce que je crois, moi, c'est que il avait moins rompu qu'il ne le disait avec la littérature, la philosophie et la science profane. Ça, je le pense. Et là, je me rappelle, mais ça, c'est pas de l'ordre de l'essentiel, c'est de l'ordre de la réminiscence. Je me rappelle des conversations où à 11 h du soir, brusquement, alors qu'il avait peut-être dit à 19 h que Husserl, ça ne l'intéresse pas, et que Proust, ça ne le concernait même plus, où brusquement, il y avait une espèce de trouée d'intelligence peut-être pas même sur Proust, mais en tout cas sur Husserl ou sur Platon, qui était honnêtement de la qualité de ce qui avait pu lui être enseigné dans cette maison 50 ans plus tôt. Donc il était, comment dire, il était sorti d'Égypte et entré en Eretz Israël avec tous ses bijoux et avec tout. Vous voyez, il n'avait pas laissé ça derrière. Alors évidemment, c'était sous la table, mais de temps en temps, ça sortait. Quand vous aviez le bonheur d'avoir avec lui le bonheur et l'honneur d'avoir un moment d'amitié fraternelle, il y avait ça. Il y avait un moment, et même dans la façon qu'il avait de prendre des nouvelles de Paris, de prendre des nouvelles de ceux qu'il appelait les copains, etc. Voilà, il n'avait pas divorcé d'avec lui-même. Il était à la fois, il était né 2 fois dans sa vie, ça c'est vrai. Il était né 2 fois dans sa vie d'homme, expérience rare dans l'histoire de l'humanité. Mais enfin, le second homme n'était pas... il était étranger au premier, mais il n'était pas son homonyme. Voilà. Il n'était pas son homonyme. Et il avait le souvenir du premier. De temps en temps, le souvenir revenait. Je dirais les choses ainsi. Oui, là, ici, il y avait une question au 3e rang. On a beaucoup parlé d'Europe et de pensée juive et le lien qui peut y avoir entre les deux. Moi, j'ai peut-être une question plus personnelle pour vous, au vu de la situation actuelle, politique, géopolitique. Est-ce que vous gardez une forme de confiance aujourd'hui dans la capacité qu'ont ces deux formes de pensée à cohabiter, à dire quelque chose du monde et à produire une pensée et une éthique pour résoudre tous ces grands conflits mondiaux, à l'heure où il y a énormément d'adversité, d'une certaine manière, aussi bien au niveau des valeurs européennes que vis-à-vis du judaïsme et des juifs,
qu'il y a aussi parfois certaines formes de dérives qui peuvent être faites en Europe, on pourrait le voir avec l'extrême droite, et certains pourraient penser aussi en Israël d'une certaine manière ou dans la pensée juive. Est-ce que vous avez encore confiance dans cette capacité-là à dire quelque chose du monde, et si oui, par quelle forme ça pourrait se manifester? Écoutez, oui, moi je pense qu'on vit, on vit plutôt même un âge d'or de l'affirmation juive aujourd'hui. Quand je compare les, quand je regarde les jeunes juifs d'aujourd'hui, l'UEJF, mais l'UEJF même pas depuis un certain temps, avec ce qu'il en était dans ma génération, quand j'avais votre âge, c'est le jour et la nuit, franchement. Moi, quand j'écris le Testament de Dieu, qui était un petit effort sur le chemin de l'affirmation juive, mais honnêtement, j'étais le seul. Et c'était presque inintelligible. Aujourd'hui, Testament de Dieu, les thèses du Testament de Dieu, je pense qu'elles sont, n'importe quel étudiant de l'UEJF ou d'ailleurs, ces thèses-là lui sont familières. L'affirmation même de Jean-Claude Milner, sa distinction entre les différentes formes de judaïsme, le judaïsme d'affirmation, impensable il y a 50 ans. Impensable à l'époque des réflexions sur la question juive de Sartre. Donc il y a, je crois qu'une des forces d'ailleurs des Juifs aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas quitter l'Europe, l'une des raisons pour lesquelles je pense que le destin des Juifs en Europe est loin d'être clôturé, c'est parce qu'il y a cette affirmation juive d'une très grande intensité. Et je ne vous parle pas des cahiers d'études lévinacielles. Gilles est là, donc je ne veux pas le faire rougir, mais c'est vrai que c'est la qualité de ce travail-là, la qualité de ce qui se passe à l'Institut, à Paris. Là, on n'est plus à Jérusalem depuis la mort de Béni. C'est extraordinaire. Vous avez mon camarade mon ami Pascal Baquet, qui fait une œuvre juive à la jonction, là encore, de la langue française et de la langue juive, qui est vraiment, franchement, dans la culture française et dans la culture juive en langue française, son œuvre, La guerre de la terre et des hommes, double, il n'y a pas de précédent. Et ça, c'est aujourd'hui. Et c'est entendu, il y a des gens des lecteurs de cela. Donc, non, je pense plus que jamais que cette affirmation juive a sa place, qu'elle s'énonce avec calme, mais audace et fierté, et avec force, au sens noble du mot force. J'ai aucun doute là-dessus. Et alors évidemment, vous avez à côté de ça cette montée du nihilisme, de la haine, des passions noires, tout ce que l'on voit, LFI, etc., naturellement. Mais d'un côté, vous avez franchement une pensée de demeurer mentaux. Je vois toutes ces, y compris les plus raffinés d'entre eux, des intellectuels comme Judith Butler, tout ça. C'est une pensée tellement élémentaire. Moi, je peux vous dire que l'anti-judaïsme des intellectuels, à l'époque de la gauche prolétarienne, ça avait une autre consistance. Franchement. Ah ben oui, ça, Hamas, mouvement de résistance, mais c'est une blague. C'est nul. C'est misérable. C'est rien. Et si vous mettez face à ça l'intensité des paroles juives qui se tiennent à côté, même pas en réponse, parce que ça mérite même pas d'être répondu, il est évident que c'est la pensée juive des jeunes juifs et des moins jeunes juifs qui produit un peu de lumière, quoi. Et la dernière chandelle de Hanouka, c'est les Juifs qui la font vivre face à la guerre misérable et potentiellement criminelle que leur livrent les Asmodéens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ces gens dont vous parliez. Donc voilà, moi je suis pas pessimiste. Voilà, je crois pas du tout que
encore une fois, que la partie soit perdue. Je ne l'étais pas du temps de mes conversations avec Benny et je ne le suis pas aujourd'hui où se prolonge cette interlocution par-delà le temps, quoi. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Donc du coup, Benny Lévy, de ce que j'ai compris, il n'adhérait pas trop au projet sioniste. Mais est-ce que dans, on va dire, les conséquences que ce projet a eu, il pouvait donner une, entre guillemets, vision religieuse aux conséquences que ça a eu. Donc, par exemple, certains, on va dire, rabbins antisionistes avant la Shoah qui n'adhéraient pas au projet, mais qui disaient quand même que même si, entre guillemets, c'était des mécréants, ce qu'ils faisaient sur le terrain, en fait, amenait finalement à la Géoula, tout ça. Je vous entends mal, excusez-moi. Là, c'est mieux. Donc, en fait, est-ce que Benny Lévy pouvait adhérer à une vision du projet sioniste qui disait que les actions des sionistes sur le terrain en Eretz Israël pouvaient amener, par exemple, à la Géoula ou apporter quelque chose au monde d'une certaine façon? Est-ce que Benny Lévy a rejoint la pensée du sionisme religieux qui a... Non, c'est pas le sionisme religieux. Alors quoi? Par exemple, je vais prendre le Rav Tartal, qui n'était pas le Rav Tartal, qui n'était pas sioniste, mais qui voyait entre guillemets d'un bon œil le projet sioniste, dans le sens où en fait, ce que les sionistes, donc, qui n'étaient pas du tout religieux, mais ce qu'ils faisaient sur le terrain, in fine amenait à la Géoula. Moi, il me semble que on a eu cette conversation avec Alain Finkielkraut il y a un an ou deux dans un autre lieu que celui-là. Et moi, je crois que Benny, ce qui l'intéressait, c'était l'étude. C'était pas toutes ces histoires d'orthodoxie. D'abord, il était le contraire d'un orthodoxe, parce que orthodoxe, ça veut dire, comme son nom l'indique, une opinion droite et unique et qui garde. Lui, il étudiait tellement, c'est-à-dire qu'il allait si loin dans le dépliement des ailes repliées de l'esprit que c'est le contraire de l'orthodoxie. Deuxièmement, je crois que aucun n'était plus étranger que lui à toute idée de théodicée. D'abord, il était contre, je crois, et en plus, ça ne le concernait même pas, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, il étudiait. Donc, je ne sais pas à quel rave vous faites allusion, mais en tout cas, toute espèce de providentialisme, de théodicée, etc., me semble-t-il, lui était étrangère. Voilà. Après, son rapport à Israël, il était celui que je vous dis, c'est-à-dire qu'il ne pensait... En effet, il est ce qu'il écrit dans le texte qu'Adam Médioni a cité tout à l'heure. Il ne pensait pas que l'acmé du destin juif, ce soit la création d'Israël, ça c'est clair. Il défendait néanmoins Israël et il pensait qu'Israël, c'était le meilleur endroit au monde pour lui, pour étudier la Torah. Et il disait que la pierre blanche de Jérusalem l'apaisait. Son rapport était assez simple. Je ne crois pas que ce fût très, très mystérieux. Très bien. Encore une dernière question, une dernière. Oui, madame. Est-ce que vous pensez que, justement, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les juifs de diaspora, justement, pourraient influencer favorablement la politique en Israël pour pas en arriver quand même... moi, je peux pas... je sais pas comment dire. La politique de Netanyahou, du gouvernement, elle n'est pas
elle est quand même extrême, hein. Et est-ce que c'est pas le rôle des Juifs de diaspora de peser dans enfin, positivement sur la politique d'Israël, pour que justement Israël ne perde pas son âme juive, hein? C'est très compliqué. D'abord, par-delà toutes ces questions de âme juive ou pas âme juive, il y a une Je me question très permets une concrète. chose, est-ce qu'on pourrait on va rester dans le cadre du séminaire un petit peu, s'il vous plaît? Voilà. Mais- Bon, enfin, un mot simplement quand même. Il y a les grandes questions philosophiques, et puis il y a l'exposition d'un État, d'un peuple à des dangers existentiels ou non, à des menaces, et ainsi de suite. Et quiconque peut intervenir dans ce débat-là, à condition de se souvenir que c'est pas lui qui vit dans les abris, ou qui passe du temps dans les abris, et que c'est pas lui qui envoie ses enfants combattre. Bon, ça, c'est une première chose. Après, le débat sur l'âme juive, bien sûr que la diaspora, elle est faite pour ça. Et cette singularité du dessein juif, qui consiste à se dire à deux voix, et en deux voix, à deux voix VEX et selon deux voix VEIES. La voix de la diaspora et la voix de la terre. Ce dialogue entre ceux qui pensent que l'habitation de la terre est essentielle et ceux qui pensent qu'elle vient après l'habitation de la loi ou le respect de la loi. Ça, c'est un grand débat qui traverse l'histoire du judaïsme depuis le début et qui, aujourd'hui comme hier, a voix au chapitre. Vous savez, ce débat-là, il a l'histoire des débuts du sionisme. C'est le grand débat entre Rosenzweig, dont on a beaucoup parlé, et Gershom Scholem. Quand Gershom Scholem part en Israël, quand il fait son alia et quand il va fonder l'université hébraïque de Jérusalem, avec Einstein, avec Yehuda Magnes et d'autres, Rosenzweig, lui, reste à Berlin. Et il dit, je reste là parce que, comme Léon Blum, je garde la vieille maison. Je garde la vieille maison de l'étude. Et je pense qu'il est bravo de ressusciter la langue hébreu et de lui redonner vie, mais soyez heureux qu'il reste des hommes et des femmes pour continuer de la faire vivre, la langue hébreu, comme une langue morte. Bravo d'aller cultiver la terre et d'aller vivifier les déserts. Réjouissez-vous qu'il reste des gens comme moi, Rosenzweig, qui se sentent juifs par appartenance à une terre abstraite. Faites de la loi des lois normatives et des lois citoyennes. Et réjouissez-vous qu'il y ait encore des hommes, pour qu'il reste des hommes, un reste d'Israël, qui continue de penser à une loi plus sainte que toutes les lois positives. Et vous avez toute une correspondance entre Rosenzweig, resté à Berlin, et Gershom Scholem, parti à Jérusalem, qui dit bien ça, qui dit bien les deux voies du judaïsme, qui dit bien la dialectique entre les deux, qui dit bien ce que chacune des voies a à dire à l'autre et comment les deux peuvent s'enrichir. Et on en est exactement là. Et moi, pour ma part, quand je me rends en Israël, participer à un débat académique ou participer à un meeting citoyen ou juste rencontrer des amis, ben, il y a la fraternité d'abord, l'amitié, tout ça. Et puis il y a toujours en fond sonore ce débat Rosenzweig-Gershom Scholem entre ceux qui pensent, ou le débat des prophètes, d'ailleurs Jérémie qui dit, prophète Jérémie, il faut fortifier notre position en exil. C'est ça aussi le judaïsme, c'est fortifier sa position en exil, et ceux qui pensent qu'il est important de faire refleurir les jardins. Donc être juif est un drôle d'être au monde, à part à sa singularité, à l'être juif, cette double voie, ce double chemin, et la manière qu'ils ont de se répondre. Voilà. Et c'est ça
puisqu'on reste dans le cadre académique. C'est ça ma réponse philosophique à votre question. Très bien. Alors, pour clore cette séance, j'aimerais tout d'abord remercier les gens sans qui ça n'aurait pas pu avoir lieu. Tout d'abord, pour des raisons pratiques, la sécurité. Tous les gens de la sécurité, Aline qui travaille de très près avec Bernard Lévy, avec qui nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines, Youssef Murciano, avec qui j'ai rencontré pour la première fois Bernard-Henri Lévy. J'aimerais aussi remercier mes parents pour me supporter. Ben Marciano également pour la captation du séminaire, qui fait ça gratuitement, et franchement, vu le prix que ça coûte en général pour ce genre de service, je le remercie. Et bien évidemment, Monsieur Bernard-Henri Lévy, pour nous avoir accordé de son temps et de sa parole précieuse pour ce séminaire qui était important.